bien. Ok, donc ça fonctionne bien. Alors, comme d'habitude, alors de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Voilà, on va parler de beaucoup de choses, hein. Oui, Alors moi j'ai écrit certaines choses, hein, parce que sinon je ne vais pas m'en rappeler. On a parlé de la vérité voilée, des trois sens, voilé trompeur, interrelation interdépendante conventionnelle. Et on a dit qu'il y avait des sens différents car le Bouddha ne peut pas voir la vérité voilée car il ne peut pas être trompé. Donc lui, il le perçoit avec le sens juste conventionnel, ce qui explique qu'il y a diverses vérités dans la vérité conventionnelle. Après, on va parler de la compassion, des émotions. Moi, j'avais un problème avec les émotions. Non, tu m'avais dit que c'était les émotions malsaines oui, dont on parlait, dont les afflictions qu'il fallait trancher à la racine, comme oui. avait dit Rosemary, par la sagesse de la vacuité. Et que, voilà. Et puis, l'antidote l'antidote des afflictions. Il y avait la méditation sur l'amour, la méditation sur le caractère impur du corps, par exemple pour contrecarrer le désir. On a parlé de l'insatisfaction avec le terreau de la colère. Donc voilà, apprendre à gérer donc ses pulsions. Donc c'est un entraînement. Et on a parlé de l'antidote de la saisie du soi, qui est la sagesse de la vacuité, qui est le zoom, et l'égocentrisme, qui est l'altruisme, donc la vue panoramique. Voilà. Voilà, et après, tu as parlé des identifications et des sensations. Donc, les sensations viennent des identifications et que donc l'identification est l'aspect plus général. Et si on veut changer, on peut changer l'identification pour changer après la sensation qui peut devenir, par exemple, une compassion. Oui, Voilà, et après, tu as parlé des graines, les causes principales d'affliction, les graines dans le continuum, la proximité avec l'objet, l'application mentale inappropriée qu'il faut changer en application mentale appropriée. Après, tu as parlé de la compassion, le burn-out et la détresse empathique. ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé ça d'ailleurs parce que je sais que moi, étant de profession médicale, des fois, je suis concerné et j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as parlé du burn-out, que finalement, le fait de voir souffrir les autres comme on ne veut pas souffrir soi-même, en fait, c'est pour ça que finalement, on a une sorte de compassion. Alors que si on veut développer une compassion vraiment pour aider les autres et pas simplement pour qu'on ne souffre pas nous-mêmes, donc c'est ce que tu appelles la bodhicitta, donc Oui, l'esprit d'éveil altruiste, et ben du coup, c'est comme un médecin qui acquiert les compétences oui, pour en fait aider les autres. tout à fait. Génial. Voilà. Oh, excellent, très bon résumé. Très bon résumé. Donc, on pourrait dire en effet que dans les vérités voilées, salut Rachel, dans les vérités voilées, en effet, ce sont différents sens, en effet, hein, vérité voilée, vérité conventionnelle et vérité dépendante ou vérité relative. Donc, en fait, c'est pour un Bouddha, en fait, peut-être que lui, bien sûr, il percevra une table comme étant une simple convention, et donc pas comme une vérité. Parce qu'il sait qu'elle est fausse, que pour les êtres non éveillés, elle apparaît comme existant de manière inhérente, alors qu'elle n'existe pas de manière inhérente. Ouais. Alors que pour lui, non, il n'y a pas cette apparence. Selon sa perspective à lui, il n'y a plus cette apparence d'existence inhérente, parce qu'il a éliminé les traces de l'ignorance. Ouais. Très bien, excellent. L'identification et la sensation, en effet, elles vont de pair dans le sens où c'est comme les cinq doigts de la main, ils coexistent les uns avec les autres. Mais si on veut en effet transformer certaines sensations, il faut transformer nos identifications, avoir une vision plus large des choses. Ouais. Ou voir les bienfaits que peut engendrer telle ou telle pratique, tel ou tel développement intérieur, etc. Très bien, très très bien. Oui, et l'empathie, l'empathie et la compassion sont en effet très différentes. Euh, Ce que dit Mathieu Ricard, c'est que ce ne sont même pas les mêmes aires du cerveau qui s'activent. Dans l'empathie et dans la compassion, par exemple, quand il était à Boston, je crois que c'est à Boston où il a, avec un IRM fonctionnel, observé, ils ont observé son esprit et lui ont dit, voilà, maintenant médite sur la compassion, maintenant essaie de développer un état empathique. Et donc, ils ont vu en effet que c'était différentes aires du cerveau qui s'activaient. Donc, on peut le voir même physiquement. Et en effet, sur le long terme, l'empathie peut finir sur la détresse empathique
et le burn-out émotionnel, etc., etc. Donc c'est pourquoi il faut pleinement s'engager vers l'autre, en fait. Hein. C'est ça la compassion. C'est vraiment très, très différent. Mais le problème, c'est que parfois, dans certaines professions pro-sociales, les formateurs disent aux gens, ne vous impliquez pas émotionnellement vis-à-vis des gens. Et donc, c'est ça qui engendre le burn-out, parce que les gens ne s'impliquent pas émotionnellement, et donc ça finit en détresse empathique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les milieux prosociaux qui finissent en burn-out à cause de ça. Donc, c'est pour ça que Mathieu Ricard en parle d'une manière assez étendue dans son plaidoyer pour l'altruisme. Ouais, très bien, super. Donc, on peut continuer. On était à la page. Je crois qu'on avait terminé le paragraphe sur vacuité et compassion. Ouais. Je crois qu'il fallait qu'on entre dans les deux sortes d'individus. Ouais. Et donc ça, pour moi, c'est page 48. Donc pour vous, ça doit être 47, quelque chose comme ça. 46, 45. 45, ok. D'accord. Donc j'avance plus que vous. Comment c'est possible? C'est pas normal. C'est Ok. plus petit. Mais il vaut mieux faire des petits pas. Comme ça, on est sûr de ne pas louper une marche. Très bien. Donc, deux sortes d'individus. Ça, c'est dans la suite du 9e chapitre, bien sûr. Donc, ça Santé continue. Il dit, le texte expose ensuite le point de vue de différentes sortes d'individus en ce qui concerne la compréhension des principes et de la pratique du bouddhisme, tels qu'ils sont représentés par les deux vérités. Donc ça, vous le savez déjà, il y a deux vérités, mais chaque école va comprendre des choses différentes par rapport à ça. Donc le texte de Shantideva dit « Il y a corrélativement deux sortes d'hommes, ou deux sortes d'humains, on pourrait dire, les contemplatifs et les ordinaires. Les contemplatifs l'emportent sur les ordinaires et ils forment à leur tour une hiérarchie d'après la qualité plus ou moins haute de leur intelligence. » Donc, ce n'est pas nécessairement une question d'intelligence, c'est une question de vue, en fait. C'est-à-dire qu'un seul et même individu peut avoir une vue, puis passer à une autre vue, et à une autre vue, etc. etc. Ce n'est pas nécessairement une question qu'au début, il est totalement débile, et qu'après, il est prix Nobel de vue. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est qu'on essaie de développer notre raisonnement, d'aiguiser un petit peu, aiguiser notre faculté de raisonnement. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Donc bien sûr que à force de aiguiser notre faculté de raisonnement, elle devient de plus en plus aiguisée, donc forcément, on devient peut-être un petit peu plus futé. C'est peut-être ça. Mais ça ne veut pas dire qu'au début, on était complètement à la ramasse. Ça ne veut pas dire ça. Ouais. Très bien. Donc, deux sortes d'êtres humains, les contemplatifs et les êtres ordinaires. Donc, littéralement, les mondains, c'est ce que dit Shantideva, Jigtemba. Jigtemba, c'est les mondains, ça veut dire être mondain. Donc, être mondain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a aucune approche du tout d'une réalité plus profonde. C'est-à-dire que on prend toutes les apparences comme étant la vérité ultime, la seule et unique vérité, et c'est tout. Ouais? C'est ça que ça veut dire le monde. Et donc, ça ne veut pas dire un état d'esprit totalement perturbé. Ça veut dire que, par exemple, Arya Chandrakirti, il dit dans son Madhyamakavatara que, par exemple, les, les perceptions fausses, le fait de voir un trompe-l'œil et de croire à ce trompe-l'œil, ce n'est pas du tout une perspective mondaine. C'est-à-dire que ça n'entre même pas dans la perspective mondaine, c'est juste une distorsion, c'est juste une cognition fausse. Ouais. La perspective mondaine, c'est d'avoir l'apparence d'existence inhérente et d'y adhérer la plupart du temps. Ouais. Très bien. Ça veut dire ne pas percevoir un non-existant. Les non-existants tels qu'une fenêtre en lieu et place d'un trompe-l'œil et la perception, la cognition qui appréhende ce non-existant ou l'apparence de ce non-existant et qui y adhère, c'est une cognition fausse. Ça n'entre même pas dans ce qu'on appelle la perspective du monde, le monde. Ouais, ça va? Très bien. Excellent. Et les contemplatifs, comment il dit Nel Jorpa, donc les yogis en fait. Donc les yogis, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui entraînent leur esprit et qui essayent de
se poser des questions, exactement comme vous faites. En fait, vous faites partie des contemplatifs, parce que vous essayez de vous poser des questions. Est-ce que ce qui m'apparaît doit être pris tel quel, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une réalité plus profonde derrière tout ça? Et donc, c'est exactement ce qu'évoque ici Shantideva. Donc, vous êtes mentionné dans le texte. C'est cool, hein? Ok, très bien. Et ensuite, donc, les yogis, les contemplatifs se posent des questions, bien sûr, comme on l'a dit. Et comme vous le savez, le Bouddha a donné plusieurs enseignements. Ouais, il a donné combien de cycles d'enseignement? Là, c'est à vous de parler. Trois, Combien? bien sûr. Trois. 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 Et donc, quels sont-ils? Donc, à part le premier, le deuxième et le troisième, quels sont-ils? Le premier tour de roue, c'est les 4 nobles vérités. Oui. Oui. Très bien. Le deuxième, c'est la vacuité, tout ça, c'est Oui, les perfections de sagesse. les perceptions de sagesse. C'est le troisième, c'est La nature de Bouddha. Oui, exactement. Dans le troisième, il a plus insisté sur la nature de Bouddha. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. c'est ça. Et il a aussi évoqué des points de vue par rapport il a essayé de clarifier un petit peu ces deux premiers cycles. C'est-à-dire qu'au le tout premier cycle qu'il a enseigné où Ah, Non Ah non, gazelle, C'est oui, le parc des le gazelles. parc des gazelles, c'est ça? Exactement, tout à fait. Le parc des gazelles à Sarnath, ouais, à côté de Varanasi. Et donc, il a donné son tout premier enseignement là. Et d'autres enseignements, pas uniquement le tout premier, le Dharma Chakra Pravartana Sutra, pas uniquement le sutra du tour de roue du Dharma, mais aussi d'autres sutras, ouais. Donc tout un cycle. Donc c'est pour ça qu'on parle de tour du Dharma, parce que ce sont des cycles, comme des cycles à l'université ou au collège, enfin voilà, des cycles d'études, etc. C'est le même principe. Donc il a enseigné surtout les 4 nobles vérités, là, ouais, qui sont la vérité de La la chose. vérité de la souffrance, la vérité sur L'origine. l'origine, la cessation et la voie. Voilà, excellent, comme un mantra, paf, 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 excellent. Très bien. Donc, je ne vais pas vous demander les 16 aspects des 4 nobles vérités, mais il a évoqué donc les 4 nobles vérités et les 16 aspects. Très bien. Et donc, on peut dire que c'est le véhicule des 4 nobles vérités. Enfin, pas le véhicule, le cycle des 4 nobles vérités, des caractéristiques des 4 nobles vérités, etc. Donc, il a posé les bases. Et au cours de cet enseignement, il a surtout insisté sur le fait que la personne était dénuée de soi. C'est là-dessus qu'il a insisté dans ce premier tour de roue. Il a mentionné très vaguement en fait le non-soi des phénomènes. Et donc, c'est surtout dans le deuxième cycle qu'il a parlé du non-soi des phénomènes. Ouais. C'est pour ça que, si par exemple vous lisez le Sutra du cœur, par exemple, à un moment donné, il y a pouvons avoir des dakyan, et donc, il faut voir que les phénomènes, eux aussi, sont vides de nature propre. Ouais. Donc, les agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. Ça veut dire que le second cycle n'est pas redondant par rapport au premier cycle. Il apporte quelque chose de supplémentaire qui était juste effleuré dans le premier cycle. Il en a parlé en long, en large et en travers dans le deuxième cycle, c'est-à-dire le non-soi de tous les phénomènes, pas uniquement de la personne, mais aussi des autres phénomènes que les personnes. Ouais. Phénomènes composés, Pardon? tous les phénomènes composés. Tous les phénomènes composés et les incomposés aussi. Ah, d'accord. Ouais. Parce que si les phénomènes incomposés n'étaient pas dénués de soi, ça poserait des problèmes. Ça poserait des problèmes. On pourrait débattre là-dessus, ça pourrait être intéressant. Mais en effet, il a dit que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, sont vides de nature propre dans les perfections de sagesse. Donc on y reviendra sur cet aspect composé et incomposé parce que c'est très important. Et donc ça veut dire qu'au début, il a dit il y a juste la personne qui est dénuée de soi. Et au deuxième épisode, il dit le Bouddha, le retour, le Bouddha numéro 2, dit il n'y a aucun phénomène qui est qui est associé à un soi. Et donc, ces disciples lui ont posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre?
vous dites d'abord uniquement la personne est dénuée d'un soi, après tous les phénomènes sont dénués d'un soi, donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et donc c'est là où il y a l'épisode numéro 3, où le Bouddha dit, ok, certains phénomènes sont vides de nature propre, certains sont associés à une nature propre. Et donc tout simplement parce que les disciples auxquels il s'adresse n'étaient pas suffisamment préparés pour comprendre la profondeur du second cycle. Et donc puisque ça pouvait les faire sombrer dans l'abîme de nihilisme, il a dit dans le troisième cycle, ok, il y a des phénomènes qui sont vides et il y en a qui ne le sont pas. Ouais. Comme ça rassure un petit peu. Et donc, qu'est-ce que ça a donné, ces cycles de l'enseignement du Bouddha? Ça a donné différentes vues philosophiques. Ouais. Ça, on en a déjà parlé avec un autre regard de sa sainteté dans le dernier chapitre. Donc, on a les 4 écoles principales, ouais, qui sont Vaivashika, Svatantrika, Chittamatra, Madhyamika. Voilà, très bien, exactement. Donc, l'école des Vaivashika, les particularistes, et l'école des Sautrantika, ceux qui s'en tiennent au sutra, eux, ils s'appuient fondamentalement sur le premier cycle. Ça veut dire qu'ils acceptent surtout le non-soi de la personne. Ouais. Et ensuite, les Madhyamika, eux, s'appuient surtout sur le deuxième cycle. Tout est vide. Tout est vide, même la vacuité. Tout est vide, les composés, les incomposés, etc. Tout est vide. Ouais. Et les Chittamatrins, ceux qui acceptent l'esprit seul, acceptent en fait les 3 natures mentionnées par le Bouddha dans le 3e cycle. Ouais. Ouais. Très bien. Ouais. Et donc c'est ça, ces yogis en fait, dont vous faites partie, qui se sont posés des questions, et certains vont plutôt prendre la ligne directrice des Vaivashika, avec des sous-écoles, hein. Il y a des sous-écoles chez les Vaivashika aussi, il y a 18 sous-écoles qui sont communément reconnues, mais ça peut être plus. Il y a les Sautrantika qui ont 2 sous-écoles principales. Les Madhyamika ont aussi des sous-écoles, et les Chittamatrins aussi ont des sous-écoles. Donc ça veut dire que c'est des courants généraux, ces 4 écoles philosophiques. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, tous ces tenants philosophiques, tous ces détenteurs de ces vues, suivent une ligne directrice par rapport au monde tel que le Bouddha l'a décrit. Ouais. Ça vous parle? Très bien. Et donc chacune de ces écoles va mentionner la réalité telle qu'elle est. C'est la base. La base, c'est la réalité telle qu'elle est. C'est la nature des choses, tout simplement. Et là, ça implique les 2 vérités. C'est-à-dire qu'il y a une vérité, une réalité qui est composée de 2 aspects, l'apparence et la réalité, ouais, d'une certaine manière. Et ensuite, chaque école va aussi mentionner, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avec cette base? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, avec ces 2 vérités? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour se transformer spirituellement? On essaie d'avoir des pratiques qui sont en accord avec ces 2 vérités. Ouais. Et qu'est-ce que ça doit donner? Des fruits particuliers. Et donc, la base, la voie et le fruit, ça veut dire la réalité telle qu'elle est, la voie qui est en fait des différents types de réalisation de cette réalité pour obtenir des fruits respectifs, la libération personnelle, l'éveil omniscient, etc. Ouais? Ouais. Ça vous parle, ça? On en a déjà parlé, ouais? Waouh, génial. Excellent. Et donc, forcément, les écoles philosophiques vont avoir des points de vue différents par rapport à la réalité des choses, qu'est-ce qu'une vérité ultime, qu'est-ce qu'une vérité conventionnelle, et forcément, elles ne vont pas être toutes d'accord. Et donc, il y a un échelonnement, en fait, de ces vues. C'est ce que dit ici Shantideva. Il dit, et ils forment à leur tour une hiérarchie, d'après la qualité plus ou moins haute de leur vue. Ça veut dire que si un Sautrantika débat avec un Vaibhashika, ses vues à lui, les vues d'un Sautrantika, sont légèrement plus raffinées. Et si un Chittamatrin arrive, et il va dire « Non, vous avez tous les 2 tort ». Et ils vont demander à un arbitre Madhyamika qui va dire « Non, vous êtes totalement à côté de la plaque ». Il y a une histoire comme ça, c'est 2 disciples, c'est une histoire zen. Il y a un disciple qui regarde un drapeau qui flotte et il dit à son copain moine, il dit « Mais tiens, il y a un drapeau qui bouge ». Et son copain lui dit « Bah non, c'est le vent qui fait bouger le drapeau ». Donc ils ne sont pas d'accord. Donc le premier va voir le maître qui dit « Maître,
j'ai dit à mon coreligionnaire que c'était le drapeau qui bougeait. Et le maître dit, oui, vous avez tout à fait raison. Donc le disciple s'en va. Après, il y a le deuxième qui arrive et qui dit, maître, c'est le vent en fait qui fait bouger le drapeau. Il dit, oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et donc il s'en va aussi. Il y a un troisième disciple qui était là, qui a assisté aux deux entretiens. Et il dit, mais maître, vous avez dit à l'un, vous avez tout à fait raison, et à l'autre, vous avez tout à fait raison, alors qu'ils ont des points de vue totalement différents. Et le maître lui dit, oui, vous avez tout à fait raison. Et donc là, c'est le contraire. Les Madhyamika, ils vont dire, vous avez tous tort. Donc, il y a des échelonnements comme ça de vues. Et donc, c'est intéressant de les étudier parce que ça nous permet de gravir une marche, puis une autre marche, puis une autre marche, etc., jusqu'à une vue beaucoup plus aboutie. Ouais? Très bien. OK. Donc, ça, Sainte maintenant, il dit, ayant établi qu'il est capital de comprendre les deux vérités, la marche vers l'éveil de Shantideva explique que deux types principaux d'individus sont confrontés à ces vérités. Le méditant, ou le yogi, et le mondain. En tibétain, le mot qui désigne les personnes ordinaires est jiktenpa, donc ça veut dire mondain, littéralement en tibétain, jikten, ça veut dire le monde. Ça veut dire support instable, support qui s'altère. C'est ça que ça veut dire littéralement en tibétain. Et pa, c'est pour l'adjectif. Et là, c'est un adjectif substantivé, en fait. Un mondain, un être mondain. Ouais? Très bien. Donc, tandis que celui qui désigne le méditant, le yogi, c'est Neljorpa en tibétain. Très bien. Donc, c'est celui qui naturellement s'unit à la nature. Il est uni à la nature. En tibétain, c'est ça que ça veut dire, Neljor. Et pas, c'est pareil, c'est l'adjectif. Donc, on dira yogi en sanskrit. Très bien. Donc, dans ce contexte, se réfère aux personnes qui voient les choses selon une perspective plus élevée. Donc là, sa sainteté parle de vous encore. Très bien. Donc, Jik suggère quelque chose de transitoire, de prédisposé à la cessation, et Ten se rapporte à une base, une fondation. Ainsi, le terme Jikten implique une absence de permanence. Qu'est-ce que ça veut dire la permanence? C'est quoi la définition de permanent? Phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Eh bien, est-ce que ça veut dire que ça doit nécessairement cesser quand on dit impermanent? Quand on dit quelque chose d'impermanent, est-ce que ça veut dire que ça doit cesser? Non, ça peut être éternel. Ça peut être éternel, ça peut être durable. Ouais, par exemple? Continuum de conscience. Exactement, magnifique, un continuum de conscience. Il change d'instant en instant, donc il est impermanent. C'est ça que ça veut dire impermanent. Ça veut dire instantané, qui change d'instant en instant, qui s'altère d'instant en instant. Mais ça ne veut pas dire que ça doit cesser un jour ou l'autre, pas nécessairement. Ouais. Très bien. Et la permanence, ça ne veut pas non plus dire nécessairement que ce soit éternel. Ouais. Très bien. Et donc ici, le terme jikten implique une absence de permanence. Donc ça veut dire quelque chose qui doit se transformer encore, encore et encore. Et jiktenpa désigne une personne ou un être impermanent. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais un yogi, est-ce qu'il est permanent ou impermanent? Impermanent. Il est impermanent, donc vous êtes impermanent, vous qui faites partie de la catégorie des yogis. Ici, c'est quoi? C'est les méditants. Donc ça veut dire que vous êtes impermanent. Donc qu'est-ce qui fait la différence de ce point de vue-là? Il n'y a pas vraiment de différence de ce point de vue-là. C'est est-ce qu'on est un mondain ou pas? Est-ce qu'on adhère aux apparences trompeuses ou pas? Est-ce qu'on adhère aux vérités voilées ou pas? C'est ça qui fait la différence, ouais? Très bien, excellent. Très très bien. D'ailleurs, souvent, en tibétain, au lieu de dire un être ordinaire, on dira un jiva en tibétain. Jiva, ça veut dire un être puéril. Ça veut dire que, par exemple, on regarde un spectacle de magie, etc. Et les enfants, ils adhèrent tout de suite, en fait. Ils ne se posent pas trop de questions. Et ils voient un truc, c'est magnifique, c'est joli, un super magicien qui est là. Et si nous, on a un petit peu l'habitude de traîner dans les spectacles de magie, on voit un petit peu les trucs qu'il y a derrière. Je me souviens une fois avec Fred, j'avais été à la Maison de la Magie à Blois,
Et en fait, on s'amusait à se chuchoter à l'oreille tous les trucs qu'on voyait sur la scène. Donc forcément, on profitait plus du spectacle parce qu'on n'était que dans les trucs et tout, mais ça nous amusait. Très bien. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que donc, les êtres puérils, les êtres ordinaires, les êtres mondains adhèrent à ce qui se manifeste à eux. Ouais. Alors que les adultes, non, ils savent très bien, ok, on se laisse prendre au charme du spectacle, mais on sait très bien que c'est un spectacle. Ouais. Très bien. Excellent. Donc l'idée de Dick, la désintégration, infirme la possibilité de permanence, ou ici, sa sainteté dit d'éternité. Parce que Dick, ça veut dire s'altérer dans le sens où ça va passer. C'est pas vraiment la même chose que impermanent. Quand on dit mitakpa en tibétain, ça veut dire donc, en effet impermanent, mais ça peut durer. Alors que Dick, ça veut dire c'est en train de s'altérer, c'est en train de décliner. Donc ça a plus cette notion en effet de désintégration et donc de ne pas durer pour toujours. Très bien. En réfléchissant à cette expression, nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas de soi unitaire, absolu et permanent. Donc ça, là, il faudrait peut-être corriger. Un soi unitaire, absolu ou autonome et permanent. Ouais, ça vous parle, ce type de soi? Oui. Ouais, on en a déjà parlé. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce type de soi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Pourquoi est-ce que... Pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un soi permanent, unitaire et autonome? Parce qu'il serait figé. Oui. Il ne pourrait pas se transformer. Il pourrait pas enlever les voiles et puis accéder à la nature de Bouddha, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que ça implique un changement, ça implique une transformation. Ouais. Une purification, une transformation, un développement, une croissance, un épanouissement, tout ça, ça implique nécessairement l'impermanence. Oui. C'est-à-dire que si on était permanent, on serait figé, en effet. On entendrait toujours la même chose, tant qu'à faire, autant que ce soit quelque chose d'agréable. Mais en fait, même, on ne pourrait rien entendre, parce que le fait d'entendre implique la transformation, le changement, etc. Ouais. Très bien. OK. Donc, on ne pourrait pas être permanent. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que la personne n'est pas permanente dans le sens éternel, dans le sens permanente. Et c'est là où on parle d'éternalisme. Ouais. Oui. Si on considère que la personne était permanente, c'est là où on parlerait d'éternalisme. Parce que la personne serait éternelle dans le sens permanente pour toujours. Ouais. Et ça, c'est pas possible. Par contre, il y a des phénomènes éternels. Par exemple, Le continuum de conscience aussi. le continuum de conscience, etc. Exactement, il est là pour toujours. C'est ça que ça veut dire éternel. Ça veut dire être là pour toujours, non? Et donc, il y a des phénomènes qui sont éternels. Si on accepte ces phénomènes éternels, est-ce qu'on est éternaliste pour autant? Non, exactement. Si. Ouais, Claudine? Je dis que c'est pas figé, en fait, le continuum de conscience n'étant pas figé. Tout à fait. Il n'est pas figé, exactement. Et si on le considérait comme figé, donc peut-être qu'on pourrait en effet être qualifié d'éternaliste. Si on considérait que ce qui est impermanent est permanent, pourquoi pas? Considérer que la personne qui est impermanente serait permanente, en effet, c'est de l'éternalisme. Ouais? Très bien. Et si on accepte qu'un phénomène, qu'il soit permanent ou impermanent, mais qu'il dure pour toujours, si on l'accepte tel qu'il est, comme le continuum de conscience, on n'est pas éternaliste. Ouais? Donc ça veut dire que l'éternalisme est un défaut, est un abîme, un extrême, uniquement s'il est en rapport à la personne. Parce qu'il n'y a pas de personne permanente pour toujours, etc. Ouais? C'est une absence quand il n'y a pas de Wi-Fi, par exemple, tu es permanent là. Exactement, il y a des permanences qui existent, des phénomènes permanents qui existent, tout à fait. On n'entend plus, on n'a plus de plaisir, plus rien. Exactement. Est-ce que c'est mon image qui est figée ou est-ce que c'est moi? J'espère que c'est ton image.
Et même cette image, si on devait l'observer au microscope, on verrait les atomes qui changent d'instant en instant. Même l'image n'est pas figée. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir qu'en effet, la personne n'est pas éternelle. Si on la considérait comme étant éternelle dans le sens permanente pour toujours, à ce moment-là, on serait éternaliste. Par contre, si on accepte certains phénomènes comme étant éternels, on n'est pas éternaliste. Mais si on les saisit comme ayant un soi, qu'est-ce qu'on va être? Absolutiste. C'est pour ça que l'un de mes enseignants favoris, le vénérable Geshe Damdul, quand il parle des deux extrêmes, il parle de l'absolutisme et du nihilisme. Il ne dit pas éternalisme et nihilisme. Ouais. Parce que l'éternalisme ne se réfère qu'à la personne, alors qu'on pourrait très bien saisir autre chose qu'une personne comme étant absolue, et donc on ne serait pas éternaliste, mais absolutiste. Ouais, vous voyez la différence? Ouais. Très bien, excellent. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus parlant parce que l'absolutisme, ça, c'est un défaut, un abîme, un extrême qui peut s'appliquer à n'importe quoi, pas qu'à la personne, à n'importe quel phénomène. Ouais. Alors que l'éternalisme, quand on en parle dans les textes, c'est surtout pour la personne. Très bien, parce qu'elle doit se transformer. Pourquoi est-ce que certains individus ont considéré que la personne était permanente? Dans l'histoire de la philosophie humaine, certains ont accepté les renaissances. Certains, par exemple, dans les traditions non bouddhistes à l'époque en Inde, etc., certains ont accepté la causalité karmique. Ils se sont dit, par exemple, il y a des milliards et des milliards d'années, il y a quelqu'un qui a accumulé un karma, et quelques milliards d'années après, il faut que ce soit la même personne qui éprouve les fruits du karma. Si c'est la même personne, le karma cesse de fonctionner. Ouais. Et donc c'est pourquoi certains ont dit, il y a une âme, il y a un Atman permanent, une personne permanente au sein de nous, quelque part. C'est difficile d'en donner une certaine description, mais ils ont tendance, et on a tendance aussi à se considérer comme permanent. On oublie totalement qu'on a vieilli de 32 minutes, 32 minutes depuis le début de la réunion. Waouh! Ça passe à une vitesse incroyable. Et ça, on l'oublie totalement. Et donc là, c'est instinctif quand on l'oublie, qu'on change d'instant en instant. Mais ceux qui pensent qu'une personne serait permanente au sein de milliards et de milliards d'existences, pour faire en sorte que ce soit la même personne qui accumule le karma et qui éprouve les fruits karmiques, à ce moment-là, on va dire que c'est philosophiquement acquis, c'est plus instinctif, c'est plus inné, cette conception d'un soi, c'est complètement philosophiquement acquis. C'est-à-dire que si on ne met pas le nez dans des bouquins, si on n'écoute pas des enseignements sur le l'Atman, etc., on ne va pas nécessairement saisir cela. Ouais. C'est-à-dire qu'un animal, par exemple, il est dans le samsara, mais il n'est pas dans le samsara par le fait qu'il conçoive sa personne comme étant permanente, passant de vie en vie. Ouais. Donc sinon, un animal serait libéré du samsara parce qu'il n'a pas cette conception d'un Atman permanent, etc. Et ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond que ça qui nous plonge dans le samsara. Ouais. Quelque chose d'inné. Ouais. Ouais. Ça vous parle? Ok, génial. Ça veut dire que c'est très superficiel d'imaginer que notre personne serait permanente, unitaire et autonome. C'est très superficiel et c'est intellectuel en fait, c'est conceptuel. C'est très raisonné en fait. C'est très philosophique. Alors que le soi, la saisie d'un soi qui nous plonge dans le samsara, ne doit pas être philosophique. Ne doit pas être fondamentalement philosophique. Il doit être dans nos tripes pour que justement les animaux, les insectes, les non-humains, etc., les bébés, aient ça dans leur continuum. Parce que s'ils n'ont pas ça dans leur continuum, cette saisie d'un soi extrêmement instinctive, extrêmement dans les tripes, pourquoi est-ce qu'ils renaissent dans le samsara? Ouais. Bien sûr, il y aura différentes explications. Hein. Certaines personnes vont dire, par exemple, que aucune tradition n'a réussi à trouver les vraies origines. Certaines personnes le diront, pourquoi pas. Ou quelqu'un dira, ben non, c'est en effet, il y a un Atman qui existe, etc. Pourquoi pas. Donc il y a différentes vues par rapport à ça. Après, c'est à nous d'examiner qu'est-ce qui fait plus sens ou pas. C'est intéressant. Ok. Très bien. Donc là, Sassante, il parle d'un soi permanent, unitaire et autonome. Et on n'est pas permanent, unitaire et autonome. On n'est pas permanent parce qu'on change d'instant en instant. On n'est pas unitaire, pourquoi? Parce qu'on a des parties.
nos agrégats sont nos parties constituantes d'un certain point de vue, ouais. Oui. Et nous ne sommes pas autonomes dans le sens où nous dépendons de Interdépendant. causes et de conditions, ouais. Ouais. Très bien, excellent. Donc Sasanté continue. Et il dit l'expression homme ordinaire ou humain mondain, on pourrait dire, les mondains, désigne ici ceux dont les principes philosophiques adoptent une sorte de perspective réaliste sur la question de la nature ultime, de la réalité. Mais ce n'est pas nécessairement des gens qui ont des principes philosophiques là-dessus. Ça renvoie à n'importe quel être ordinaire. Ouais, très bien. Bien sûr que l'ignorance fondamentale qui nous plonge dans le samsara, elle peut très bien être renforcée par des vues philosophiques qui vont nourrir cette confusion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans ce cas-là, cette saisie aura un aspect inné et un aspect acquis. Ouais? Mhm. Très bien. Excellent. Donc, parmi eux, citons les adeptes de toutes les écoles indiennes, anciennes, non bouddhiques, et ceux de certains courants au sein des écoles bouddhiques. Donc ici, ça pose question parce que faudrait vérifier dans le texte initial. J'ai pas le texte tibétain initial de Sasanté. Il faudrait vérifier peut-être dans l'anglais, voir s'il parle bien de toutes ces écoles philosophiques quand il parle des êtres mondains. Parce que sinon, ça voudrait dire que seuls les yogis seraient des madhyamikas, en fait. Et ça pose question. Ça pose question. Ça concernerait que les madhyamikas. Donc, ça, c'est pas très grave. On peut mettre ça de côté. Mais en effet, il y a des écoles non bouddhistes et il y a des écoles bouddhistes. Les écoles philosophiques, ouais. Donc, le Vaibhashika, par exemple, décrit un monde atomiste, constitué d'atomes indivisibles, objectifs et indépendants. Ouais, ça vous parle tout ça? Oui. Très bien. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle Vaibhashika, parce que Vibhasha en sanskrit, ça veut dire particule. Mhm. Dire particule ou particularité. Donc, il y a plusieurs façons de comprendre ça. Et souvent, on a tendance à dire que les Vaibhashikas, c'est un petit peu les ancêtres de l'école Theravada actuelle. Ouais, vous avez déjà vu, ou été en Thaïlande, au Cambodge, au Sri Lanka, etc. Vous avez vu donc des moines, pas habillés en safran bordeaux, mais en safran plutôt orange. Et donc, ils font surtout partie de la tradition du Theravada. Et donc, de nos jours, on a tendance à assimiler le Theravada avec le Vaibhashika, mais ça peut être assez différent. Donc, c'est une école assez basique. En fait. C'est les premiers scientifiques bouddhistes en fait, qui se sont posé la question, mais de quoi sommes-nous fabriqués? Et donc, leur stratégie, comme dit Geshe Dreyfus dans Les deux vérités selon les quatre écoles, leur stratégie est vraiment très intéressante. C'est la stratégie des abhidharma. L'abhidharma, c'est ça coupe la connexion? Non. Non, ça va? Ok, parce que ça me semblait un peu... Ok. L'Abhidharma, c'est les encyclopédies bouddhistes. Ouais. C'est là où le Bouddha a plutôt inscrit l'entraînement à la sagesse dans les Abhidharma. Ça veut dire que ça explique ce que sont les agrégats, ce que sont les différents types de conscience, de facteurs mentaux, etc. C'est les encyclopédies bouddhistes, l'Abhidharma. Et donc, ceux qui suivent l'Abhidharma, on les appelle les Abhidharmikas. Ouais. Et donc, leur stratégie à ces Abhidharmika Vaibhashika, il y a beaucoup de sanskrit ce soir, leur stratégie, c'est de déconstruire la personne. Et comme on l'a dit, la saisie d'un soi autonome, permanent, unitaire, c'est, pour eux en tout cas, ça cause un problème. Bien sûr que pour les écoles plus élevées, ça cause un problème aussi, mais pour eux, surtout. Ils vont dire qu'il faut déjà s'attaquer à ça, il faut déjà s'attaquer à un type de soi extrêmement grossier pour se libérer, pour éliminer le samsara, l'ignorance qui engendre le samsara, etc. Et donc, il faut commencer à s'attaquer à ça. Comment est-ce qu'on fait pour s'attaquer à cette saisie d'un soi unitaire, autonome et permanent? On essaie de déconstruire la personne. Par exemple, le corps, si vous regardez l'agrégat des formes, il y a combien de formes quand on parle de l'agrégat des formes? Les 5 formes sensorielles, auditives, gustatives, tactiles et visuelles. Voilà, exactement. Donc, en effet, il y a ça, hein, il y a les facultés elles-mêmes qui sont des formes.
facultés visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Vous Mental. avez aussi les formes externes. Vous avez les formes visuelles, les formes qui sont appréhendées par l'œil, les formes auditives qui sont appréhendées par l'oreille, etc., les formes olfactives, etc., etc. Ouais. Très bien. Donc, il y a plusieurs types de formes, en fait. Et si on déconstruit tout ça, en fait, on va voir que fondamentalement, par exemple, une forme visuelle, on les décompose en deux, c'est contour et couleur. Ouais, c'est ça une forme visuelle. Et pour les sons, il y a les sons agréables, désagréables, etc., etc. Et donc, si on regarde tout ça, si on déconstruit notre agrégat des formes, par exemple, qu'est-ce qu'on va trouver? On va scinder, qu'est-ce qu'on va trouver? Des atomes, des particules. Ouais. Donc, c'est ça qu'on fait quand on est scientifique. On cherche, en fait, de quoi est-ce que c'est fabriqué. Par exemple, quand Sassante était plus jeune, il démontait tout ce qui se trouvait. Il y avait une salle au Potala où il y avait tous les trucs que les rois, les ministres, etc., offraient au Dalai Lama et même les Dalai Lama précédents. Et donc, il trouvait des outils, des horloges, des machins, des trucs, des montres. Et donc, il démontait tout ça parce qu'il voulait voir comment ça fonctionne. Les Vaibhashika, pareil, ils démontent tout ça pour voir comment est-ce qu'existe vraiment une personne permanente, unitaire et autonome. Qu'est-ce qu'on trouve? Des particules. Ouais. Et si on décompose les agrégats qui ne sont pas formels, c'est quoi les agrégats qui ne sont pas formels? Sensation. Oui. Sensation, identification. Sensation. Oui, je savais par cœur. Sensation, identification. Conscience. Tu parles des 5 agrégats. Facteurs composés et conscience. Voilà. Les sensations, l'identification, formation composée, oui, la conscience, c'est ça. Exactement, tout à fait. Donc ici, dans les agrégats non formels, on a les 4 derniers. Ouais. Sensation, identification, facteurs composés, il y en a qui ne sont pas de la conscience, mais c'est pas de la forme en tout cas, ça c'est sûr. Et les consciences. Et donc si on examine tout ça, les sensations, il y en a combien? Agréable, désagréable et neutre. 3. 3. Et donc on peut les associer aux différentes perceptions. Il y a des sensations visuelles, des sensations auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Donc des sensations agréables, désagréables, neutres, visuelles, agréables, désagréables, neutres, auditives, etc., etc., etc. Des sensations agréables, désagréables, neutres, mentales. Ouais. Donc ça fait beaucoup de sensations. Comment est-ce qu'on peut trouver une personne unitaire là-dedans? Pas. Et en plus, si on divise, en effet, si on divise toutes ces sensations, etc., qu'on veut trouver de quoi c'est fabriqué, on va trouver des moments infinitésimaux. Parce que les sensations, c'est des facteurs mentaux, ouais. Et les identifications, c'est pareil, c'est des facteurs mentaux. Et donc, ça peut être scindé pas par la localisation, mais en segments temporels. Donc, on va trouver des moments de conscience. Et comment est-ce que... Il n'y a rien de plus impersonnel qu'un moment de conscience. Il n'y a rien de plus impersonnel qu'une particule. Ouais. Et donc ça, c'est la stratégie des Abhidharmika, c'est de déconstruire ce type de soi qui entraîne beaucoup de difficultés au sein du samsara. En examinant de quoi on est fabriqué, en fait, on va voir qu'il n'y a que des particules et des moments de conscience infinitésimaux. Et là, où est-ce qu'on peut trouver une personne là-dedans? Ouais. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. C'est une très bonne stratégie. Mais on verra qu'il y a des choses qui vont être remises en question malgré tout, parce que les Vaibhashika considèrent que tout ce qui existe existe véritablement. Existe véritablement. Donc ça veut dire que la personne n'a pas de soi autonome, permanent et unitaire, mais elle existe véritablement d'une certaine manière. Ils ont une saisie plus subtile du soi de la personne. Eux, ils se disent non, c'est bon, on a éliminé le soi de la personne, on a éliminé le soi autonome, permanent, unitaire, on élimine aussi un soi autosuffisant et substantiel, un soi plus subtil, et donc ça veut dire qu'on n'accepte pas de soi, on est la voie médiane. Chaque école philosophique prône être la voie médiane, enseignée par le Bouddha. Et donc ils disent, eux, ça leur suffit, ils se disent, ok, nous on peut obtenir l'éveil, on peut obtenir la libération en réalisant uniquement ce type de non-soi de la personne. Il n'y a pas de soi permanent, unitaire, autonome, pas de soi autosuffisant et substantiel, et donc c'est ok.
Mais ils acceptent toujours une existence véritable. Ils adhèrent toujours à l'apparence des choses telles qu'elles sont, etc., etc. Et ce que dit Sassante, il dit objectif et indépendant. Où est-ce que j'en étais? Un atome constitué d'atomes indivisibles, objectif et indépendant. C'est-à-dire qu'en effet, pour eux, tout est du côté de l'objet. On verra que le curseur va se déplacer au fur et à mesure qu'on passe. Il y a un bruit parasite. Au fur et à mesure qu'on passe d'une école à l'autre, d'une école plus grossière à une école plus subtile, le curseur se déplace. Au début, tout est plutôt du côté de l'objet. Donc c'est pourquoi Sassante dit il y a un statut objectif et indépendant de tout ça. Très bien. Parce que pour les Vaibhashika, on les appelle Vaibhashika parce qu'ils acceptent les particules, entre autres, qui sont des vérités ultimes, qui existent substantiellement. C'est ça que ça veut dire. Ça existe substantiellement, c'est-à-dire que ça résiste à l'analyse. C'est indestructible, d'un certain point de vue. Il continue. Et donc, il croit à la réalité substantielle, donc au fait des choses et des événements. Donc, ça veut dire que ici, réalité substantielle, c'est plutôt accordé aux vérités ultimes. Les vérités ultimes, les particules indivisibles, les moments de conscience infinitésimaux et les phénomènes incomposés, pour eux, sont des vérités ultimes et donc existent substantiellement, sont substantiellement réelles. Mais les autres choses, la personne, les tables, etc., etc., sont établies substantiellement. Ça veut dire que c'est des choses. C'est pas tout à fait la même chose. Je mets ça de côté, laissez tomber. Ok. Très bien. Les principes de cette école sont contredits par le Sautrantika. Le Sautrantika arrive et dit non, il y a des choses que vous dites qui ne sont pas la réalité. Le Sautrantika, selon lesquels certains aspects de la réalité, les constructions mentales, telles que les composites abstraits, ne peuvent être posés que du point de vue de la pensée et de la conceptualisation, ce qui le conduit à affirmer que l'on ne peut attribuer de statut objectif absolu aux choses et aux événements. Donc pour les Sautrantika, ils disent, il y a surtout les Sautrantika qui suivent le raisonnement. Ils vont dire que les vérités ultimes, c'est tout ce qui est impermanent, et donc, tel que c'est interprété chez les Gelugpa, en tout cas, tout ce qui est impermanent est une vérité ultime, tout ce qui est permanent est une vérité conventionnelle. Et tout ce qui est permanent, c'est une fiction, en fait, c'est une fiction utile, c'est une fiction conceptuelle, etc. C'est-à-dire que l'espace, vous vous souvenez, on en avait parlé une fois, qu'est-ce qui fait la différence entre l'espace dans la tasse et l'espace occupé par la tasse? La tasse, je sais pas. Ah oui. En effet, la tasse y est pour quelque chose. Mais est-ce que l'espace occupé par la tasse va disparaître au moment où disparaîtra la tasse? Ah, donc ça veut dire qu'en effet, la tasse a un rôle à jouer là-dedans, ouais. Mais est-ce que toute seule de son côté, elle a un rôle à jouer là-dedans? Dans le fait qu'on appréhende soit l'espace dans la tasse, soit l'espace compris par la tasse, occupé par la tasse. Oui? Qu'est-ce qui fait la différence? Quand vous observez votre tasse devant vous, si vous avez une tasse à café... L'espace dans la tasse, c'est un volume. L'espace dans la tasse est un volume, mais l'espace occupé par la tasse ne serait pas un volume? C'est un autre volume, mais différent. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est notre conceptualisation, non? C'est nous qui décidons d'observer l'espace dans la tasse ou l'espace occupé par la tasse. C'est nous qui faisons la différence. C'est notre concept, non? Ça veut dire que l'espace dans la tasse ou l'espace occupé par la tasse dépend entièrement, son statut ontologique, sa réalité dépend entièrement d'une conscience conceptuelle. C'est simplement imputé par une conscience conceptuelle. C'est ce que vont dire les Sautrantika, ouais. C'est-à-dire que sans conscience conceptuelle, ce phénomène permanent n'existerait pas, ne serait pas appréhendé. Ouais. Donc ça veut dire que les phénomènes permanents sont des sous-existants, sont des vérités conventionnelles, sont des existants fantomatiques qui dépendent entièrement d'une conscience conceptuelle pour être appréhendés. Ouais. Ouais.
Et donc, c'est pourquoi ils sont plus subtils, les Sautrantika, parce qu'ils disent non, il y a des sous-existants, des existants qui ne sont pas réels. Les phénomènes permanents ne sont pas réels. Seuls les impermanents sont réels, purs et durs, existants de leur propre côté, etc. C'est ce que vont dire les Sautrantika, qui suivent le raisonnement. Mais les permanents, par contre, ne sont pas réels. Donc, c'est ça qui va faire qu'ils sont plus subtils que les Vaibhashika. Ouais. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre ensuite, bien sûr, le Madhyamaka, le point de vue de Shantideva, puisque le point de vue de Shantideva, c'est dans ces deux vérités, les vérités conventionnelles ne sont pas réelles. Ouais. Elles ne sont pas réelles. Pourquoi? Elles n'ont pas d'existence réelle. Et la vérité ultime non plus, d'ailleurs. Rien n'est réel pour Shantideva. Rien n'a d'existence réelle qui existerait de son propre côté, etc. Tout dépend d'un concept. Et donc, si on comprend déjà ce que disent les Sautrantika par rapport au phénomène permanent, ça nous aidera énormément à comprendre ce que disent les Prasangika pour l'existence conventionnelle. Ouais. Ouais. Génial, génial. Désolé de vous embarquer dans les trucs si compliqués le dimanche soir à cette heure-ci. Mais c'est passionnant, pour ceux que ça passionne. Excellent. Donc c'est là où on a un point de vue plus subtil pour les Sautrantika, c'est qu'en effet, les phénomènes permanents, les vérités conventionnelles, sont des existants fantomatiques, ne sont pas réels, ils dépendent entièrement d'une conceptualisation. Ces principes sont eux-mêmes discutés par d'autres écoles bouddhiques et ainsi de suite. Ça veut dire que, comme on a dit tout à l'heure, une autre école va arriver et va dire « Ok, non, ça ne joue pas, etc. etc. » Les Chittamatrins seront assez d'accord avec les Sautrantika en disant que les phénomènes permanents, ce sont des natures imaginaires. Les natures imaginaires, ouais. C'est imaginé par l'esprit, c'est permanent, etc. Ce qui est vraiment important, pour eux, c'est surtout les natures dépendantes, les natures impermanentes. Et bien sûr, la nature parfaitement établie, qui est permanente, mais qui a quand même une réalité, une existence véritable. Ok, très bien. Donc c'est ce que veut dire Shantideva quand il affirme que les points de vue d'une école sont réfutés ou invalidés par les points de vue d'une autre école. Donc bien sûr, tout ne sera pas totalement écarté d'un revers de main. Il y a beaucoup de choses qui vont être regardées. Ouais. Par exemple, ce que disent les Vaibhashika par rapport au fait qu'en effet, il n'y a pas de soi autonome, permanent, unitaire, les autres écoles vont le garder. Quand les Vaibhashika disent qu'il n'y a pas de soi autosuffisant et substantiel, les autres écoles vont le garder. Ouais. Il n'y a que l'école de Shantideva qui va aller plus loin, qui va dire ça ne suffit pas. On est en train d'entamer uniquement que l'aspect superficiel de la tumeur. Si on s'occupe d'un soi autosuffisant et substantiel, un soi permanent, unitaire, autonome, on n'a pas éliminé le mélanome à la racine. Et donc c'est pourquoi les Prasangika ont un scalpel le plus affûté qui soit et le plus précis qui soit. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Même parmi les contemplatifs, donc parmi nous tous, qui témoignent de différents niveaux d'expérience spirituelle, les points de vue des pratiquants situés au niveau les plus élevés dépassent les perspectives de ceux qui se trouvent à un niveau inférieur. Et donc c'est après, Sasanté parle de réalisation, mais on peut parler de réalisation conceptuelle. Ne serait-ce que d'avoir des vues, c'est déjà avoir des réalisations conceptuelles. Ce n'est pas nécessairement une réalisation directe, etc., comme pour les Aryas. J'imagine que les Aryas, entre eux, quand ils se rencontrent, ils se racontent des histoires d'Aryas. Et j'imagine qu'ils ne débattent pas vraiment sur la réalité, puisqu'ils perçoivent la même réalité. Si vous goûtez la saveur de l'eau de mer à Biarritz ou la saveur de l'eau de mer à Brest, vous n'aurez pas de débat sur le fait qu'elle est salée d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, Sasanté dit, on a du temps encore, ouais. Examinons de plus près l'affirmation selon laquelle les points de vue des mondains sont invalidés et dépassés par les méditants. Je crois que cette confrontation de points de vue, telle qu'elle est présentée, doit être comprise en termes de niveau de développement du raisonnement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la vue. Comment est-ce qu'on raisonne? Comment est-ce qu'on comprend la réalité? Naturellement, au sein d'un échange de vues entre différentes écoles bouddhistes, il est parfois fait référence à l'autorité des écritures du Bouddha. C'est souvent ce qui se passe sur les esplanades des débats dans les monastères. C'est que
soit par exemple à Jepung Losolin, je ne sais pas si vous avez déjà suivi les enseignements de Geshe Namdak par exemple. Souvent, il fait exactement comme à Jepung Losolin, quand il débat, il commence par une citation donnée dans les textes, soit par le Bouddha, soit par Dharmakirti, etc. Et ensuite, ils vont débattre un point, ce point de vue, etc., etc. Donc souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a l'apport des écritures. On doit, parce que le Bouddha l'a dit, ou parce que Acharya Dharmakirti l'a dit. Mais est-ce que ça suffit? Pourquoi ça ne suffit pas? Il faut que ce ne soit pas validé par l'expérience ou par une autre écriture valide. Oui. Exactement. Exactement. Le Bouddha l'a dit lui-même. Je crois que c'est dans le Ratnakuta Sutra, mais il y a des grands traducteurs qui ne sont pas tout à fait d'accord, qui ne retrouvent pas cette source-là. Elle est souvent citée, cette citation par le Bouddha, ou le Bouddha, par Sasante Dalai Lama, où le Bouddha dit Gelondaga Kenamgi. Qu'est-ce qu'il dit? Seshin. Donc il dit, en fait, il dit les bhikshus et les êtres érudits ne devraient pas accepter mon enseignement par simple dévotion pour moi, mais parce qu'ils l'auront parfaitement examiné, comme un orfèvre teste de l'or en le frottant, le coupant, le brûlant, etc. Ouais. Et donc ça, c'est très, très important. Et donc, c'est pour ça, même si on dit, oui, le Bouddha a dit ceci, le Bouddha a dit cela, etc., lui-même s'est adapté à différents auditoires. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait le premier cycle où il a dit tous les phénomènes ont une existence véritable, etc. Le deuxième cycle, enfin, il ne l'a pas dit littéralement, ça a été sous-entendu, en fait. Il a juste dit la personne est digne de soi. Et donc ensuite, il a dit littéralement, explicitement, tous les phénomènes sont vides de soi dans le second cycle. Et ensuite, dans le troisième cycle, surtout dans le Samdhinirmochana Sutra, le sutra qui explicite l'intention du Bouddha, où il parle de ces trois natures, pour dire qu'il y a des phénomènes qui existent véritablement et d'autres qui n'existent pas véritablement. Et donc, il s'est adapté à différents auditoires. Ouais. Et donc, si on dit, le Bouddha a dit ci, le Bouddha a dit ça, etc., ça ne suffit pas, il faut employer la raison. Et il nous l'a conseillé lui-même. Il nous l'a conseillé lui-même. C'est très, très important. Donc, on peut en effet, au cours d'un débat, donner une citation, etc., mais ce que disait Geshe Gensen ici, à Nalanda, il disait c'est une preuve faible, c'est une raison faible qu'on donne en citant simplement les Écritures. Quand c'est une raison en béton, c'est parce qu'on raisonne, on donne une raison, on prouve par ceci, par A plus B. Ouais. Très bien, très bien. S'il y a les deux, s'il y a l'apport des Écritures et la raison, là c'est du béton armé. Ok. Très bien. Ok. Donc, naturellement, au sein d'un échange, donc ça on l'a vu, cependant, nous devons fonder notre argumentation sur le raisonnement, sur la raison. C'est très, très important. Le point de vue du contemplatif dépasse et invalide celui de l'homme ordinaire grâce au raisonnement plus élaboré du premier. Par exemple, les adeptes de certains principes acceptés par le Sautrantika et le Vaibhashika citent des écritures pour corroborer nombre de leurs positions. Toutefois, si l'autorité des Écritures est le seul fondement à partir duquel nous puissions nous prononcer, nous pouvons nous attendre à une pléthore de positions contradictoires. Parce que le Bouddha le dit lui-même, il dit par exemple dans les perfections de sagesse, il dit « tel est mon enseignement ultime ». Tel est mon enseignement ultime. Et dans d'autres sutras, du troisième tour de roue, il dit « tel est mon enseignement ultime ». Et pourtant, il ne dit pas tout à fait la même chose. Parce qu'il s'adapte exactement comme ce maître zen qui dit « oui, vous avez tout à fait raison ». Donc ça, c'est très important. D'employer la raison pour voir ce qui correspond le plus à ce qui est cohérent, ce qui est vérifiable, ce qui est expérimentable. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux types de cognition valide. La cognition valide directe et la cognition valide issue du raisonnement inférentiel, issue de la déduction logique. Oui. Ça vaut pas? Parce qu'on ne peut pas tout expérimenter d'emblée, sinon il faudrait, ce serait comme casser la vitre avec le marteau qui est derrière. Donc on ne peut pas tout expérimenter. Quand le Bouddha dit les vraies souffrances, il faut connaître les vraies souffrances pour ce qu'elles sont. Les vraies origines, les découvrir et les déraciner.
les vraies cessations doivent être actualisées et les vraies voies doivent être parcourues ou doivent être méditées, si on se dit, OK, l'enseignement du Bouddha n'est validé que par l'expérience, donc je vais me mettre à pratiquer parce que j'aurai d'abord l'expérience de ces 4 nobles vérités, quel est l'intérêt de pratiquer puisqu'on aura eu l'expérience des vraies cessations, les vraies cessations de la souffrance? C'est comme si on devait casser la vitre avec le marteau qui est derrière, non? OK, très bien. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout expérimenter d'emblée. Et donc il y a certaines cognitions valides qui, même si ne sont pas de l'expérience elle-même, elles certifient leurs objets. Elles sont conceptuelles, intellectuelles, etc. Donc ça, on en avait déjà parlé, ouais. Ça vous parle? Ouais. Très bien, très bien, très bien. OK. Donc dans le bouddhisme en général, et en particulier dans le Mahayana, il est important de distinguer 2 catégories d'écriture du Bouddha. D'une part, celles qui peuvent être acceptées au pied de la lettre, c'est-à-dire littéralement, ou sans réserve, et celles qui requièrent une interprétation plus approfondie. Donc ça, chaque école philosophique va avoir ses points de vue différents aussi. Chez les Vaibhashika et les Sautrantika, ils n'acceptent que le premier tour, ils n'acceptent que l'enseignement sur les 4 nobles vérités. Et donc pour eux, c'est définitif. Ce que dit le Bouddha là est à prendre au pied de la lettre. Il n'y a pas d'interprétation à faire. Ouais. Alors que les mahayanistes, donc les vues mahayanistes, les écoles mahayanistes, des deux autres tours de roue, le Madhyamaka et le Chittamatra, vont dire qu'il y a des propos que le Bouddha a prononcés qui sont interprétables. Par exemple, du temps du Bouddha, il y avait un prince qui s'appelait Ajatashatru et qui était extrêmement envieux de son père, qui était roi. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement mis son père en prison et son père est mort en prison. Et ensuite, il était extrêmement effondré d'avoir indirectement tué son père. Et ce que lui a dit le Bouddha, il est allé voir le Bouddha pour trouver du réconfort. Et le Bouddha ne lui a pas dit tout de suite, oh là là, tu vas finir en enfer, c'est ballot, etc. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, il faut tuer le père et la mère. Et donc, sur le moment, Ajatashatru a été rassuré. Et après, quand son état d'esprit s'est apaisé, il a pu ensuite comprendre ce que voulait dire le Bouddha. Le père, c'est le karma, l'ignorance, c'est la mère. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il faut interpréter. Si on prend de but en blanc comme ça, au pied de la lettre, il faut tuer le père et la mère, il va y avoir des bouteilles de champagne qui vont exploser chez les pompes funèbres. OK. Donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'au début, bien sûr, les Vaibhashika et les Sautrantika prennent tout au pied de la lettre. Mais après, on se dit, oui, en effet, parfois, le Bouddha a simplement parlé de manière métaphorique. Il n'a pas tout exprimé d'une manière purement littérale, etc. Et donc, quand il dit, par exemple, que seule la personne est dénuée de soi dans le premier tour de roue, en fait, il faut interpréter, bien sûr, la personne est dénuée de soi, mais aussi les phénomènes sont dénués de soi. Donc, c'est pourquoi les Mahayanistes vont dire, OK, on interprète la parole du Bouddha en fonction de ce qui nous semble cohérent. Comment est-ce qu'on pourrait trouver un soi dans les agrégats, un soi dans les phénomènes? Si on analyse un phénomène, où trouver son soi, sa nature ultime? C'est pas possible. Ouais. Très bien, donc c'est toujours la raison qui doit être triomphante, toujours. OK, très bien. OK. Une fois accepté cette distinction d'ordre herméneutique, donc c'est par rapport à comment est-ce qu'on interprète les enseignements du Bouddha, nous sommes en mesure de rejeter la vérité littérale d'une écriture, en particulier quand elle contredit notre expérience, même s'il s'agit des enseignements du Bouddha lui-même. Comme il nous l'a dit, n'acceptez pas mon enseignement par pure vénération pour moi, mais acceptez-le parce que vous l'aurez testé, etc. Très bien. Et donc ça, on en avait parlé aussi précédemment, parce que vous vous souvenez, on avait parlé des 3 types de cognitions valides, d'inférences, les inférences fondées sur... c'était peut-être pas le dimanche soir, si on avait déjà peut-être en parlé une fois, mais c'était plutôt un vendredi. En fait, on avait parlé des
inférences fondées sur les écritures. Ouais. Ou quand quelque chose échappe totalement à notre expérience et à notre raisonnement, à ce moment-là, on fait confiance aux écritures. Mais ces écritures doivent échapper à certaines contradictions. Ouais. Donc, elles doivent échapper au fait d'être contredites par l'expérience, au fait d'être contredites par la raison et au fait de se contredire entre elles. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on doit, même si on fait confiance à un certain moment au Bouddha, quand il mentionne des choses qui nous échappent totalement, il faut que ce que dit le Bouddha à ce moment-là ne soit pas associé à ces contradictions, la contradiction par rapport à l'expérience, le raisonnement et les contradictions internes. Donc, à chaque fois, on est amené à développer notre raisonnement, notre esprit critique. Ouais. C'est fondamental. C'est une façon scientifique d'aborder le bouddhisme. Moi, c'est ce qui me branche le plus. En Occident, c'est ce qui fonctionne le plus aussi. Si j'étais venu vous voir l'année dernière en vous parlant des rituels, des machins, des trucs, des cymbales, etc., je ne suis pas sûr que nos réunions auraient duré jusqu'à maintenant. Parce qu'en Occident, on a envie de connaître le fondement des choses. On a un esprit scientifique. Et donc, les aspects rituels, etc., viennent par la suite. Mais ce n'est pas ce qui devrait être mis en avant dès le départ. Ouais. Très bien. Très, très bien. OK. Très bien. Donc, cette constatation souligne l'importance capitale du raisonnement et de la compréhension dans l'approche spirituelle bouddhiste. C'est là où on voit, par exemple, vous avez certainement étudié les lamrim, où, par exemple, on voit qu'il y a différents types de renaissances dans les lamrim. Il y a les renaissances inférieures, il y a les renaissances supérieures, ouais. Et il y a les renaissances des êtres humains, des renaissances pleinement qualifiées pour la pratique spirituelle, ouais. Une précieuse existence humaine, ouais. Très bien. Et quand on parle d'une précieuse existence humaine, on dit le fait d'avoir toutes nos facultés. Est-ce que c'est le fait d'être aveugle ou d'avoir de l'anosmie ou est-ce que c'est ça le fait de ne pas avoir toutes ces facultés ou est-ce que c'est plutôt nos facultés mentales? Parce que en effet, si on devait comparer l'être humain par rapport aux animaux, les animaux ont beaucoup moins l'opportunité d'avoir ces types de raisonnements sur l'impermanence, la vacuité, etc. Et là, c'est pourquoi ils sont associés aux souffrances. Donc si le fait de raisonner était une entrave, ce seraient les êtres humains qui seraient dans les mondes inférieurs et les animaux qui seraient dans les mondes supérieurs. On entend des gens qui disent non, il ne faut surtout pas se prendre la tête, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas analyser, etc. Dans ce cas-là, pourquoi l'être humain est considéré comme une existence supérieure, puisqu'il a cette faculté de raison? Ce serait une entrave, au contraire. L'être humain devrait appartenir au monde inférieur parce qu'il est associé, il est doué de raison. C'est pas du tout ça. Ouais. Au contraire, notre faculté de raisonnement est très très importante. L'esprit critique, la raison, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique, le bon cœur et le bon sens vont ensemble. Si en plus de ça, il y a la bonne humeur, c'est encore mieux. C'est pour ça que je ne sais plus où j'avais vu ça ou dit, je ne sais plus, qu'il y en a qui disent, comme on a tous la nature de Bouddha dans nous-mêmes, il n'y a pas besoin de réfléchir ou de réfléchir parce que de toute façon, c'est en nous-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de se creuser la tête. Je crois que j'ai entendu ça quelque part. Je ne suis pas sûr, mais... C'est tout à fait possible, en effet. C'est-à-dire que la nature de Bouddha, c'est comme un potentiel, en fait. C'est comme une potentialité qu'on a en nous et qui ne demande qu'à germer. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que s'il n'y avait rien à faire, pourquoi est-ce qu'on n'est pas éveillé depuis longtemps alors? Puisqu'on a cette nature de Bouddha depuis toujours. Oui. Donc c'est pourquoi si on prend une graine et que on la trouve jolie, etc., on la met dans un écrin, on la met dans une vitrine d'un musée, etc., elle traverse les âges, etc., les siècles, et au bout d'un moment, on vient, on arrive et on ouvre l'écrin dans ce musée, etc. Qu'est-ce qu'on va voir? Une fleur ou une graine? Une graine, elle reste graine. Oui. Parce que rien ne sera fait pour que son potentiel donne ce qu'elle est censée donner. Ouais. Donc la raison est très très importante pour ça, parce que Mais j'ai quand même j'ai du mal à comprendre justement on va dire dans la progression des êtres vivants, comment on peut passer, je ne sais pas moi, du stade d'escargot
à un renard, par exemple. Sincèrement, là, je me suis posé la question. Oui. Sur, on parle de la précieuse existence humaine, ok, qui est peut-être l'aboutissement. Alors, de certains animaux, je peux le comprendre, mais quand même, il y en a d'autres. Je me dis, mais ça vient de loin. Comment ça se fait qu'un jour, un escargot a pu évoluer dans un samsara qui lui soit plus favorable? Oui, oui, ça vient de loin, comme tu dis. Ouais, ça vient d'empreintes, de graines karmiques extrêmement, plus ou moins éloignées, en fait. Ça Parce veut qu'il n'aura pas mangé la salade, je ne sais pas, tu vois, c'est... Non, mais sincèrement. Escargot carnivore. J'essaie de m'imaginer, de poser la question sur cette progression, justement. Alors, moi, je veux bien, rendu à un certain stade, comme les êtres humains, de dire qu'on peut semer des graines karmiques qui ne sont pas bonnes du tout et qu'on va le payer un jour en ayant peut-être un nouveau samsara qui sera moins propice à notre évolution. Mais quand même, dans la chaîne des êtres vivants, je parle pas des plantes, hein, je parle vraiment animalier, quoi. Ouais, j'ai du mal à voir ces passages, quoi. C'est important d'étudier les 12 liens de production indépendante pour ça, parce qu'en fait, ce sont des cercles qui s'entrecroisent. C'est un petit peu, si tu regardes par exemple une rivière très calme, comme la Goutte à côté de Nalanda, il y a une rivière qui est assez calme en ce moment. Et si tu regardes un petit peu sur les abords de la berge, il y a des remous, il y a des vortex qui se créent légers, etc., tout à la surface. C'est très joli. Et donc, c'est un vortex qui engendre un autre vortex, etc. Il y a un autre vortex qui est là, il y a 3 vortex, etc. Et donc, en fait, ça fait plusieurs tourbillons qui sont là. C'est un petit peu pareil pour les 12 liens de production dépendante. C'est-à-dire que là, bon, j'imagine que c'est plutôt vertueux, le fait qu'on se rencontre avec une motivation appropriée, etc. On ne se rencontre pas juste parce qu'il n'y a pas le Seigneur des Anneaux ce soir à la télé. Ou j'imagine que c'est avec une motivation supérieure à ça. Donc c'est extrêmement vertueux. Donc on lance des graines médicinales comme ça en l'air. Et le problème, c'est qu'au cours de la journée, on peut aussi tout à fait lancer des graines vénéneuses aussi dans l'air. Donc, lesquelles vont germer les premières? C'est là où on a toute la question. En général, ce sont les plus nombreuses, les plus puissantes, les plus récurrentes, ou les mieux formées, etc., etc. Donc, si on jardine, on verra ça, par exemple. Si vous plantez des plants de tomates ou autre chose, vous verrez en effet que les graines qui germent le plus vite, ce sont les mieux formées, par exemple, celles qui sont le mieux nourries, etc., etc. Ouais. Donc c'est pareil, dans le continuum, on a les 12 liens qui s'enchaînent encore et encore. Là, par exemple, au cours de cette existence, on a eu le devenir, et puis la naissance, et puis le premier type de vieillesse, c'est le changement. Après la naissance, après le premier moment de la naissance, il y a le premier type de vieillesse qui est invisible, en fait, c'est le changement continuel. Et après, il y aura la vieillesse, le déclin des facultés, etc. Et un jour, il y aura la mort aussi, etc. Donc là, on est en train d'éprouver ces liens-là, et on est en train d'éprouver aussi ceux qui sont avec la sensation, donc le contact, la sensation, la soif, la saisie, etc., etc. Et donc à cause de ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on engendre de nouveaux liens, le premier lien, l'ignorance, les formations karmiques, etc., etc. Et donc on entretient encore et encore ces cycles. Et ceux qui vont germer, ce sont ceux qui, tout simplement, ont les meilleures conditions, exactement comme les graines dans un pot. Celles qui ont les meilleures conditions, celles qui est le mieux arrosée, ou pas trop ni trop peu, qui a la bonne quantité de soleil, qui a le bon terreau, qui est posé dans la bonne direction, etc., etc. Donc ça dépend de tout ça, en fait. Donc peut-être que si tu as un escargot, tu as un escargot dans ton jardin maintenant, et au cours de sa vie prochaine, il sera renard, ça ne veut pas dire que le fait qu'il soit renard soit engendré par sa vie d'escargot. C'est plein de graines qu'il a balancées en l'air et certaines sont en train de retomber, certaines sont en train de germer, etc. Et donc ça, laquelle va venir juste après sa vie d'escargot, c'est pas uniquement celle qu'il aura lancée au cours de sa vie d'escargot, c'est peut-être celles qui traînent en l'air depuis longtemps, depuis des milliards d'existences, hop,
il y en a peut-être une qui est sur le point de donner un renard. Ouais. C'est pas nécessairement un enchaînement comme ça. Le Bouddha, il en parle il y a 2 sutras qui sont commentés par Mohan Vijayaratna, qui est un grand érudit du Theravada. Je crois que c'est dans la philosophie du Bouddha. Je ne suis pas très sûr du titre, mais il y a 2 sutras dans lesquels le Bouddha parle du karma, du karma en pali. Et donc, il y en a un où il dit en effet que c'est pas obligatoire que tout ce on développe comme vertu, etc., germe nécessairement tout de suite après. C'est pas obligatoire, ça dépend. Peut-être que ces graines-là sont extrêmement magnifiques, extrêmement bien formées, et peut-être qu'on a d'autres graines qui attendent sur la file d'attente qui sont là, et des graines plus malsaines qui sont là, ou inversement. Par exemple, il y a des gens qui passent leur vie à voler, mentir, écraser les autres, dédaigner les autres, etc. Et tout se passe bien pour eux. Pourquoi? Parce que les graines extrêmement vertueuses accumulées par le passé étaient en suspens et là, elles sont en train de germer, etc. Et inversement, il y a des gens qui font beaucoup de bien autour d'eux, mais qui n'ont que des maladies, que des problèmes, que des catastrophes à répétition. Et donc, on serait tenté de se dire, mais ça sert à quoi d'avoir une vie spirituelle puisque ça apporte que des galères? Non, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien causal entre ce qu'on fait maintenant et ce qui est en train de nous arriver maintenant. Il n'y a pas toujours un lien causal. C'est-à-dire que ce sont 2 cercles de causalité qui se chevauchent, tout simplement. Ouais. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que des fois on serait tenté de se dire, oh là là, il m'arrive que des problèmes, je suis pourtant quelqu'un de gentil, on me parle de travers, on met des bâtons dans les roues, etc., etc. En fait, d'un certain point de vue, c'est bien parce que si on a un regard spirituel, on se dit, bah, en fait, je suis en train de purifier mes graines malsaines, justement parce que j'ai des actes vertueux maintenant qui font en sorte que je n'ai pas à payer ces graines malsaines à l'avenir, qui seraient beaucoup plus lourdes. Parce que comme vous le savez, le karma, c'est une grosse courge. Petite graine, gros fruit. Donc, plus le temps passe, plus le fruit devient énorme. Donc, si on paye des trucs actuellement, si on est obligé de cueillir des fruits acides, des fruits amers, etc., au cours de cette existence-là, tant mieux, s'ils ne sont pas trop lourds. Parce que si le temps passait, etc., peut-être que ce serait une renaissance infernale au lieu de ça. Ouais. Donc finalement, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Comment est-ce que le karma fructifie? Mais c'est assez difficile parce que le karma, ça fait partie... sur les liens causaux, c'est là où on a des phénomènes extrêmement cachés qui dépendent de ce que dit le Bouddha. Mais on peut bien sûr, on peut inférer certaines choses. Si on a jardiné, normalement, on devrait comprendre facilement le karma. Ouais. C'est intéressant. Mais en effet, on a cette graine merveilleuse qui peut tout régler, qui peut éliminer toutes ces graines malsaines et faire germer toutes les graines vertueuses. C'est cette graine de l'état de la nature de Bouddha. Et ça, personne ne nous l'a donné, personne ne peut nous la retirer. Dès l'instant où un être conscient existe, il a nécessairement ce potentiel dans son esprit. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Extrêmement réjouissant. Parfois, on peut se dire, oh là là, c'est difficile, on voudrait, je sais pas moi, faire ceci, faire cela, on n'y arrive pas, on a des galères, etc. Mais ça donne une grande confiance en soi, d'essayer d'observer notre esprit, de voir qu'il a tout ce qu'il faut pour se développer. Il est extrêmement malléable, on peut le rendre extrêmement docile en prenant soin de notre esprit au quotidien, et il peut nous rendre d'immenses services, c'est-à-dire d'être de moins en moins sujet aux conditions adverses, de les utiliser à notre avantage, etc. Et donc finalement, on est de plus en plus heureux. Et on rend les autres d'autant plus heureux. Donc on a tout gagné. C'est grâce à ce potentiel dans notre esprit. Et il peut affleurer un petit peu à la surface, en fait, grâce à toutes ces choses qu'on peut développer, imaginer, ces choses grandioses qu'on peut souhaiter à tous les êtres, etc. Ces états d'esprit extrêmement merveilleux que sont le pardon, la compassion, bodhicitta. Bodhicitta souhaitait le bonheur de personnes qu'on n'a jamais vues dans cette existence. On ne les connaît même pas, mais on veut leur bonheur et on veut obtenir l'éveil pour ça. C'est incroyable, incroyable.
Incroyable. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'état d'esprit plus merveilleux que bodhicitta. C'est l'altruisme par excellence. C'est ce qui règle tout, c'est ce qui pardonne tout, c'est ce qui élimine tellement de négativité accumulée par le passé, c'est ce qui développe tellement de mérite. L'espace lui-même ne serait pas assez grand pour remplir, pour être, comment dire, pour combler en fait cette immensité des mérites que nous accumulons en développant bodhicitta. Et donc ces états d'esprit prouvent qu'il y a ce potentiel à l'intérieur. Le fait d'être plus heureux si on est altruiste, c'est-à-dire que l'altruisme est productif. Si on était de plus en plus malheureux en étant altruiste, c'est qu'on se dirait, ok, je vais contre ma nature, c'est antinaturel d'être altruiste. Mais c'est tout le contraire. On est d'autant plus heureux si on est altruiste. Ça veut dire qu'on est de plus en plus en accord avec notre nature profonde. Ouais. Donc ça fait partie des raisons qui montrent qu'on a ce potentiel et qu'il mérite d'être épanoui. Ouais. Ce qui est intéressant, moi je fais une expérience physique, disons, parfois certaines pensées que j'ai mon corps qui se rétrécit. Et puis si j'ai d'autres pensées, mon corps il s'élargit. Et disons que ça fait du bien quand le corps s'élargit. Oui. On voit, disons, pour être guidé, disons, dans les paroles, dans la vie, disons, c'est précieux. Oui. Et puis cette précieuse existence humaine, on l'a quand même. Il n'y a pas beaucoup d'escargots qui te suivent ce soir, par exemple. Oui. On a quand même beaucoup de chance d'être là. Voilà. C'est vraiment un super cadeau. Exactement. C'est peut-être moi l'escargot, il m'arrive de baver à force de parler. Okay. Oui, en effet, cette existence humaine, c'est un créneau, une marge de manœuvre extrêmement précieuse. C'est ce que dit Shantideva au début de son texte. Oui, Laurence? Oui, en fin de compte, en réfléchissant un peu sur ce que tout le monde doit vivre au quotidien, on a tous un peu, si on est là ce soir, parce que bon, franchement, être là le dimanche soir, c'est vrai qu'il faut de la motivation quand même pour se connecter, hein, surtout quand on embauche le lendemain matin de bonne heure. Donc, je pense qu'on l'a. Mais ce qui est difficile dans la vie de tous les jours, c'est, je ne sais pas si vous partagez cette observation, c'est-à-dire que malgré cette quête de vouloir être au plus près de la vérité, je parle de la vérité ultime, bien sûr, et de surfer à travers ce samsara, il y a un écart entre, par exemple, ce soir, on se retrouve où je vais me coucher, je vais prendre un bouquin, et puis je vais essayer de plonger pour comprendre des choses comme ça. Donc, qui sont quand même des actes vertueux et qui comme tu dis, Claudine, hein, qui permet quand le cœur grandit, le corps grandit aussi quelque part, de se sentir mieux respirer. Et puis, on a aussi l'entourage familial. Alors, à moins d'être né dans une famille, je dirais, bouddhiste, pratiquant, etc., mais je trouve ça quand même extrêmement compliqué parce que on a quand même de l'amour pour ses proches, on a aussi de la compassion. Et surtout dans notre monde occidental, là, on s'oppose radicalement à des gens qui, depuis des générations, sont dans une culture, dans une façon de penser et qui va parfois à l'encontre de ça. Et on ressent bien leur souffrance, mais on veut essayer de les faire sortir de là. Mais à un moment donné, on se sent impuissant et je dirais que leur souffrance nous imprègne. Et là, la question, c'est que moi, je me pose réellement, c'est est-ce que c'est pas égoïste de ma part et facile de dire, ok, je vais m'isoler et puis je vais continuer d'étudier ce que je suis en train d'étudier pour le moment parce que je sais que ça me fait du bien. Et tu vois, cette culpabilité de se dire, est-ce que je suis égoïste, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, vous autres. C'est un bel égoïsme, parce que si tu te sens bien, tu as le sourire. Et déjà, d'avoir le sourire, tu aides beaucoup de personnes. Pour moi, c'est ça, disons. Oui, mais avec le temps, enfin, je sais que j'ai des gens autour de moi qui sont un peu lourds, quoi, parfois. Et alors, peut-être que je m'épuise, peut-être que je l'ai peut-être pas cultivé assez, peut-être que, voilà, certainement. Hein.
Moi, j'ai une petite chose. Effectivement, je rejoins ce que dit Laurence. Alors, je n'ai pas levé la main, je m'excuse, hein, j'ai pris la parole directement. Mais, voilà. Euh, je dirais que moi, alors je comprends très bien ce que tu dis parce que moi aussi, je suis le seul et dans mon environnement qui est bouddhiste et du coup, ça me crée énormément de difficultés. Et notamment, je vois que moi, quelles que soient les choses qui m'arrivent, j'essaie toujours de voir le côté positif. Et il y a des choses, je ne sais pas, je vais aller peut-être à un endroit et l'endroit est vraiment nul, je ne sais pas. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que je trouve toujours quelque chose de positif et du coup, ça me permet de passer un meilleur temps et même des fois d'avoir des idées que je n'aurais pas si j'étais dans un côté, si tu veux, négatif, où je prendrais les choses mal. Parce que finalement, je me rends compte que quand on voit le côté positif des choses, pas en étant naïf, mais il y a toujours un côté positif. Et du coup, ça nous calme parce qu'on ne s'énerve pas. Et quand ça nous calme, eh ben, on a des réflexions qui arrivent et des situations, des choses qui font que finalement, ben, les choses se passent bien. Et puis les gens autour de toi, même s'ils n'adhèrent pas tout de suite, en te voyant en fait comme ça, bah, petit à petit, ben, ça va, je pense, ça va fuser si tu veux. Après, si ça fuse pas tout de suite, Oui, ben, ça si. fusera pas tout de suite. Mais du coup, bah, toi, tu fais ce que tu peux en fait finalement. Et puis, chacun a aussi son karma, comme on dit. Mais voilà, moi, j'ai trouvé en fait, depuis que moi, je suis rentré dans le bouddhisme, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie, même ma façon de travailler, la façon dont j'appréhende les choses. Je me mets de moins en moins en colère parce que ben, parce que c'est ce qu'on apprend finalement. Et du coup, on vit les choses tellement mieux. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et si je peux faire en profiter d'autres personnes, j'essaye. Mais après, je fais ce que je peux. Et puis voilà, quoi. Et Alors, puis, alors, c'est pas toujours facile. mais dans la, Comme ça, on est testé. ouais, dans la colère, justement, en apparence, je suis quelqu'un qui ne se met pas en colère. Et ça, on me l'a souvent fait remarquer. Il m'en faut beaucoup. D'ailleurs, je ne me mets pas en colère. Mais cette colère, je la sens parfois au fond de moi, quoi. Parce que je sens Oui. venue de l'extérieur comme des agressions. Je Alors moi, dérange. j'ai trouvé un truc, j'ai un mantra que je récite dans ma tête. Tout de suite, quand je vois ma colère qui commence, j'ai un petit mantra que je récite tout le temps dans ma tête. Et en fait, ça enlève tout de suite la colère. Et du coup, ben, je peux me concentrer sur autre chose. Bon, après, chacun ses techniques, hein. Mais moi, j'ai trouvé ça, par exemple, très bien. Voilà. Et Et comme c'est ça, quoi la ce colère. mantra? Bah, moi, j'ai même la chanson, c'est Teyata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoa. Et ça, je répète tout le temps. Et du coup, bah, ça m'enlève toute ma colère. Tu pourras l'écrire sur le site, enfin sur Skype, Oui, tout oui, à je l'heure, pourrais, si tu oui, veux oui. bien. Et il y a Ouais. même une chanson comme ça. Je ne sais plus qui est, j'avais vu ça sur Deezer. Et des fois, je le passe même au cabinet. Il y a des gens qui disent, tiens, c'est bizarre, c'est quoi? Je dis, bah, Je crois, Eustache, que tu l'avais partagé sur le groupe qu'on a. oui, bah, je vous le marquerai, oui. Non, mais tu l'avais déjà partagé il y a quelques Peut-être, semaines. oui. Mm. Peut-être il y a longtemps, oui. Enfin voilà, moi c'est des petites idées. Après, voilà, C'est un très bon Non, il n'y a mantra. pas de petites idées. Voilà, des c'est idées. des petites choses comme Mm. ça qui nous permettent aussi d'avancer. Et, ouais. Rosemary, oui. Moi aussi, ça m'arrive des fois, mais c'est pas de la colère, c'est plutôt de la tristesse. Quand, Aussi. quand de voir autour de moi comme ça se passe et tout. Et puis en fait, bah là, je me pose la question, bah, c'est quoi la solution pour ne plus souffrir et puis pour pouvoir aider les autres le mieux possible. Et puis du coup, ça me motive encore plus à continuer. Parce que pour plus souffrir et puis pour aider les autres le mieux possible, eh ben, c'est d'atteindre l'éveil le plus vite possible. Du coup, ça motive. Oui, C'est vrai. oui, oui, C'est vrai. exactement. Et c'est ce que veut dire ce mantra, en fait. Hein. C'est exactement ça. Oui, c'est aller sur l'autre rive, quelque chose. Ouais, exactement. Tout à fait. C'est le même principe, en effet. C'est de se motiver, de se dire que
Tant qu'on ne sera pas soi-même, tant qu'on ne transforme pas notre propre perception, en fait, on ne pourra pas espérer, prier à nos grands dieux que les êtres se mettent à être parfaits autour de nous du jour au lendemain, que l'univers soit parfait, etc. C'est impossible, ce ne sera pas réaliste. On ne fera qu'être frustré. Donc si on se dit, puissent tous les êtres être parfaits, mais que nous-mêmes, on ne perfectionne pas notre perspective, notre point de vue sur les choses, notre potentiel intérieur, ça n'arrivera jamais, en effet. Ouais. C'est intéressant d'avoir ce mantra-là, parce que ça pourrait être un mantra, ça pourrait être allez tous vous faire voir, allez tous vous faire voir. Il y en a qui C'est restent possible, en oui. train à longueur de journée. Donc il vaut mieux t'en dire pas gâté. Excellent. En tout cas, merci à tous, merci beaucoup. Allez, Merci à vous. parce que vous travaillez tout demain. Merci bien. Et puis passez une excellente nuit, profitez bien et continuez à vous poser ces questions-là et à développer vos qualités, c'est merveilleux. Merci. 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 Bonne soirée. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.